Bonsoir à tous, merci infiniment d'être là. Merci beaucoup au Mémorial en la personne de Livia d'avoir voulu nous réunir et de me donner cette occasion rêvée, vraiment rêvée, de dire à un certain nombre de traducteurs toute l'admiration que j'ai pour eux. Et je vais vous les présenter rapidement. Et je dois dire que les traducteurs de l'hébreu et du yiddish qui sont à cette tribune, ou certains qui sont dans la salle, ont beaucoup ajouté au plaisir que l'on peut avoir à continuer de vivre et surtout ont largement contribué à cette chose qui est miraculeuse et j'espère que ceux qui ne l'ont pas encore l'auront bientôt, l'amour du yiddish et de l'hébreu. Les trois personnes qui m'accompagnent, il aurait dû y avoir une quatrième qui n'a pas pu venir d'Israël, qui est Claire Darmon, qui est la traductrice de l'hébreu de Katzenelson. Alors, nous allons partager la séance en deux temps. Dans un premier temps, notre ami Guylain David Sidbon va nous parler de Moshe Flinker. Donc Guylain David Sidbon n'est pas un traducteur de profession, ce qui ne veut pas dire que sa traduction n'est pas au contraire. C'est un traducteur tout à fait admirable qui s'est pris de passion pour un livre et vous expliquera comment. Il a traduit ses carnets de l'hébreu. Et c'est un homme qui, dans la formation, est d'économiste. Il a été comptable. Et puis, la rencontre d'un livre a changé sa vie, ce qui est une excellente raison, à mon sens, pour traduire. Isabelle Rosenbaumas, qui est à côté de moi, est quelqu'un que vous connaissez tous par un certain nombre de traductions prestigieuses. Je crois qu'elle a traduit, si mes souvenirs sont bons, Momigliano, Max Weinreich, David Bialet, quelques autres. Elle a traduit aussi dans quelque chose qui est une expérience à la fois intellectuelle, humaine, très profonde. Elle a traduit les mémoires de son père, l'Odyssée d'un voleur de pommes, qui a été actuellement lu sur Radio Yiddish pour tous, à la fois dans la version yiddish et dans la version française. Et ce petit livre merveilleux que je vous conseille tous de lire est préfacé, je crois, par Itzhak Niborski, le grand Itzhak Niborski. Alors, qui est présent dans cette salle? Dans la salle. Il a été publié par Martine Lévy, La cause des livres. Martine qui est présente également. Voilà, donc vous me pardonnerez ce soir, j'utiliserai beaucoup de gros mots, de grands mots, mais c'est simplement mon envie de dire mon admiration et ma reconnaissance à tous ces traducteurs. Niborski, évidemment, conduit inévitablement à Rachel Hertel. Alors, Rachel Hertel, je ne vais pas vous la présenter, vous la connaissez tous. Je voudrais simplement dire qu'avec Niborski, Batia Baum et quelques autres comme ça, on leur doit infiniment plus qu'on ne l'imagine. Sans eux, cette littérature serait illisible, elle serait incomprise, et ils nous donnent à chaque fois l'occasion de changer notre vie, de découvrir des auteurs. Et découvrir un auteur, c'est changer de vision du monde. Je n'ai pas eu l'occasion de les rencontrer, ni les uns ni les autres, avant cette soirée. Je veux simplement leur dire mon admiration et mon immense reconnaissance. Rachel Hertel, c'est quelqu'un de tout à fait extraordinaire, dont le nom m'est familier depuis que je sais lire, c'est-à-dire à peu près depuis l'adolescence. J'ai lu 3 grands livres d'elle et tellement de traductions, d'anthologies. Elle a une collection de littérature yiddish vagabonde. Dès que vous voyez les noms que je vous ai cités, vous pouvez lire aveuglément, si j'ose dire. Vous savez que vous avez affaire à des vrais auteurs et des vrais écrivains et que vous ne perdrez pas votre temps. À Rachel Hertel, je veux simplement lui dire l'importance qu'a eu dans ma vie son livre sur la littérature juive américaine, son livre sur le shtetl, qui a une histoire absolument extraordinaire, son livre naturellement dans la langue de personne, et puis toutes les autres traductions. Les gens qui ne la connaissent pas, je vous conseille de regarder sur France Culture, d'écouter, pardon. Je crois que l'émission est encore podcastable. Des entretiens avec Stéphane Bou. Ce sont des choses absolument merveilleuses. Au cours de notre conversation, on aura sans doute l'occasion d'évoquer d'autres traductions et d'autres textes de mémoire de Rachel.
Et à chaque fois, n'oubliez pas, ce sont des textes à dire. Il n'y a pas une seule chose à négliger. Et je souhaite simplement que ce soir, tous ceux qui sont venus ici, vous repartiez avec les 4 livres, parce que les 4 livres qu'on va vous présenter sont de purs chefs-d'œuvre. De purs chefs-d'œuvre de la mémoire, de purs chefs-d'œuvre de l'histoire, mais de purs chefs-d'œuvre littéraires. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans les collections de littérature. Livia a remercié Georges Bensoussan et je me joins tout à fait à sa reconnaissance. Je dois dire que là, ces trois chefs-d'œuvre littéraires coup sur coup dans cette collection, c'est quelque chose qui est tout à fait admirable. Alors certes, il y a un petit artifice de présentation pour faire passer des livres, des chefs-d'œuvre de la littérature dans des collections d'histoire. Il faut un tout petit peu de mauvaise foi et donc les titres ne correspondent pas tout à fait au contenu des livres. Le journal de Vittel de Katzenelson est peut-être un journal, mais il est d'une autre nature. Et en tout cas, il n'est pas le journal de Vittel, il est le journal écrit à Vittel. Le journal de Leb Rochman, qui est un chef-d'œuvre absolu, est un texte au statut inimitable. Et il n'a de journal qu'une forme qui est, que je dirais, instable. Et puis on en reparlera. Le déluge est en effet un recueil de nouvelles, mais vous verrez qu'on peut en faire une lecture métaphysique et simplement c'est un journal à l'envers où le récit du déluge précède celui de la création, de la Genèse. Donc on pourrait parler des créations. Et puis il y a le journal de... Alors là, c'est celui qui a le plus la forme d'un journal. Flinker, Guilain va nous en parler. C'est quelque chose qui est a priori, mais le nombre d'entrées est réduit, ce qui pourrait s'approcher le plus de ça. Et en même temps, ce sont des réflexions métaphysiques, ce sont des réflexions politiques, ce sont des réflexions géopolitiques, ce sont des réflexions littéraires. Quand j'ai lu ces livres-là, j'ai pensé beaucoup à un homme qui, je crois, a beaucoup compté pour tous les yiddishistes en français, qui est Manes Berber, et qui, après la guerre, a écrit de nombreux textes pour essayer de se remémorer tous les écrivains yiddish assassinés pendant la Shoah, et qui disait « Nous serons les cimetières ambulants de nos amis assassinés. Leurs linceuls seront nos drapeaux. » Et donc, il y a quelque chose de profondément combatif dans le travail que font tous ces traducteurs pour ressusciter et pour faire entendre ces voix. C'est une voix qui est beaucoup plus que celle d'un simple témoin. Aaron Appelfeld, dans la préface de « À pas aveugle de par le monde », disait cette chose très étonnante et en même temps qui me semble très juste. Il disait « Le témoin ne veut pas entendre que l'histoire l'a changé profondément. Il fait comme s'il était au fond intact aux yeux du monde. » Et donc, il dit, en ce sens-là, Leb Rochman, Flinker et Katzenelson, c'est tout sauf un témoignage. Et il explique la dimension profondément religieuse. Alors, vous allez lire ce soir des journaux, vous allez entendre parler d'œuvres littéraires, et pour moi, tous ces livres ont un point commun. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. En tout cas, c'est quelque chose qui me touche profondément. C'est la dimension religieuse. Là, je vais citer Aaron Appelfeld. Il parle d'une énergie religieuse dans une religion non religieuse et qui a cherché un exutoire par des moyens esthétiques. Alors, Aaron Appelfeld s'excuse d'avance de la complexité de sa formule, mais je pense que cette énergie religieuse que tous ressentent, ce dialogue permanent avec Dieu, qu'ils y croient, qu'ils n'y croient pas, peu importe, mais jusque dans les cendres de Treblinka, Leb Rochman pense à élever un temple à son Dieu. Le 3e temple sera peut-être celui inévitable sur les cendres encore chaudes, dit-il, de la Shoah. Je m'arrête là. Je vous laisse découvrir chacune de ces œuvres. Le premier de ces livres, qui est un livre tout à fait étonnant, c'est celui d'un petit garçon, d'un petit jeune homme particulièrement mûr, qui voulait être un homme d'État. Et c'est un livre qui est un peu un miracle. Ce petit jeune homme, visiblement, aux Pays-Bas, lisait déjà Agnon. Et il se trouve que à Bruxelles, donc à 14-15 ans, il lisait déjà ce plus grand auteur de la littérature hébraïque. Il se trouve que Agnon a joué un rôle particulier dans la découverte et dans la publication de ce texte-là. Flinker, vous vous souvenez peut-être de l'avoir rencontré dans un grand livre d'histoire, qui est le livre de
Saul Friedlander, mais malheureusement à l'époque c'était traduit de l'anglais, et c'est un petit peu par ma faute puisque je n'avais pas l'original, et donc je fais mon mea culpa. Et peut-être aussi vous souvenez-vous d'avoir vu cette mention dans un roman d'Appelfeld, je crois que ça s'appelait Soudain l'amour. C'est Soudain l'amour, et il parlait de ce livre tout à fait étonnant, et il le compare. Alors je ne comprenais pas pourquoi, et je comprends maintenant beaucoup mieux pourquoi, et vous le comprendrez avec Guilain. Il le comparait au journal d'Anne Frank. Voilà. Alors quel était ce petit jeune homme particulièrement mûr qui voulait être homme d'État? Je vous donne la parole. Je voudrais d'abord remercier le Mémorial, Livia, de m'avoir invité et de nous avoir invités ce soir à parler de ces livres importants. Georges Bensoussan pour avoir cru si rapidement en la valeur de ce livre et en la nécessité de sa publication. Et Pierre-Emmanuel Dauzat pour les mots qu'il vient de prononcer. Il est exact que j'ai une relation particulière avec ce livre, et c'est une relation ancienne puisqu'elle date de l'époque où je vivais aux États-Unis en 1979. J'ai donc découvert le journal de Moshe Flinker dans sa version anglaise, publiée par Yad Vashem en 1965. Et c'est une lecture qui m'a saisi, et le saisissement que j'ai eu quand je l'ai lu il y a maintenant plus de 40 ans est toujours aussi vivace. C'est peut-être un peu prétentieux de ma part, mais l'expression qui me vient à l'esprit aujourd'hui, après toute cette période, cette longue période où j'ai lu le livre, où j'ai voulu le traduire, où j'ai essayé de le traduire, où je l'ai traduit, où j'ai essayé de le publier, où je n'ai pas pu le publier, j'ai enfin publié. Il y a eu énormément d'histoires qui se sont déroulées autour de ce livre, ponctuées à chaque fois de coïncidences tout à fait étonnantes. C'est l'expression que l'on utilise pour parler de Shaoul, de David et Jonathan. Nafshi keshura le nafsho. C'est voilà ce à quoi je pense quand je pense à Moshe Flinker. Et pour terminer, juste une anecdote. Je citerai la dernière anecdote vécue avec Moshe Flinker. C'est en février de cette année, lorsque le livre a été publié, et que Kalman Levy, comme tout bon éditeur, m'en envoie un certain nombre d'exemplaires avant la sortie en librairie. Et j'habite à Tel Aviv, donc la responsable de la diffusion me demande mon adresse, je lui donne mon adresse, et elle m'écrit, elle me dit le livre est parti, je lui dis écoutez, je crois que je me suis trompé dans le code postal, elle me dit non, c'est pas grave, j'ai corrigé. Et je reçois un SMS un matin en me disant on va livrer le livre entre 11h et 15h. Je vous laisse imaginer dans quel état de fébrilité j'étais. Et à 15h, je reçois un coup de téléphone de quelqu'un qui me dit mais Rehov David Ameler, numéro 17, il n'y a pas d'immeuble. Alors je lui dis mais dans quelle ville êtes-vous? Il me dit Jérusalem. Ah, je dis oui, effectivement, mais moi j'habite à Tel Aviv. Alors il me dit oui, mais et je vais à Jérusalem dimanche. Il me dit ah non, mais dimanche c'est trop tard, vous l'aurez pas. Si vous le voulez, ce soir, il faut aller le chercher à l'aéroport Ben Gurion. C'est là où se trouve le service de livraison qui avait été utilisé par Kalman Levy. Et donc, ce livre-là, en fait, et vous allez comprendre pourquoi, c'est une coïncidence absolument incroyable, est arrivé, non pas à Tel Aviv, mais à Jérusalem. Et c'est là qu'il devait arriver. Et je suis allé le chercher à l'aéroport Ben Gurion, et en me demandant qu'est-ce que j'allais faire, qui j'allais chercher, et qu'est-ce que j'allais trouver à l'arrivée. Voilà. Quelques mots, quelques repères chronologiques pour fixer les idées. Moshe Flinker est né à La Haye en 1926, de parents polonais. Sa mère s'appelait Mindel Derokanaki. Alors, Mindel Derokanaki, ça ne sonne pas très polonais. Effectivement, ce n'est pas son vrai nom. Elle s'appelait Drogziner. Son père, Leiser, je donne le nom en yiddish parce que c'est comme ça qu'il s'appelait certainement, Eliezer Noah en hébreu, était proche des chassidim de Gour
Et à La Haye, il a créé, ou plus exactement à Roosendaal, il crée et développé un commerce d'articles de toilette qui était assez, dans lequel il a réussi suffisamment brillamment pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille pendant les longues périodes de guerre où lui ne travaillait plus. Mai 1940, l'invasion des Pays-Bas par les Allemands, les premières mesures antisémites sont prises, port de l'étoile jaune, ensuite expulsion des élèves et des professeurs juifs de l'enseignement public. Septembre 1942, la famille Flinker fuit les Pays-Bas, fuit La Haye, en passant par Roosendaal, lorsque la mère Flinker a reçu ce qu'elle a appelé les invitations au mariage. C'était le terme codé avec son mari pour lui dire on vient de recevoir la convocation, on doit être demain soir à la gare de La Haye. Et Leyser Flinker envoie tout de suite des femmes chercher sa femme et ses enfants, et il se retrouve, après quelques péripéties, en septembre 1942 en Belgique. Et le 26 novembre, Moshe commence à écrire son journal, qu'il termine le 6 septembre 1943, qui est une date que je donne parce que, en fait, il a été arrêté sur dénonciation le 5 avril 1944. Donc, pourquoi est-il arrêté d'écrire son journal à ce moment-là? Il y a une hypothèse dont je parlerai tout à l'heure, qui peut être éventuellement envisagée. Le 19 mai 1944, Moshe Flinker est déporté à Auschwitz de Malines par l'avant-dernier convoi qui quitte Malines en compagnie de son père, de sa mère et de ses 2 sœurs aînées. Les autres enfants ont miraculeusement été sauvés et placés dans un orphelinat en Belgique. Ils survivront. La mère de Moshe est immédiatement gazée à son arrivée à Auschwitz. Ses 2 sœurs survivront et lui et son père vont vivre ensemble pendant toute la période qui s'écoule entre mai 1944 et janvier 1945, puisqu'ils se retrouvent à Bergen-Belsen le 22 janvier 1945. Tout cela est attesté par des documents, puisque les Allemands recensaient systématiquement les allées et venues des uns et des autres. Et après le 22 janvier 1945, on perd toute trace de Moshe Flinker et de son père. Ils sont probablement morts du typhus, pas très loin de là, dans une baraque proche probablement de celle où ils se trouvaient, mouraient à la même époque, au même moment, Anne Frank. Lorsque les sœurs de Moshe Flinker reviennent à Bruxelles, elles trouvent dans la cave de l'immeuble où elles ont habité, parmi plusieurs choses, 4 cahiers. Je vous présente ici un certain nombre de documents et de photos. La photo qui est là représente Moshe Flinker et sa sœur aînée, Esther Malka, qui a été déportée et qui est revenue. Une photo étonnante prise visiblement à Bruxelles. C'est l'hiver, la redingote est longue, et Moshe a cet air sérieux qu'on lui connaît et qui permet de comprendre beaucoup de choses, et sa sœur sourit. Voici les 4 cahiers qui ont été retrouvés par les sœurs de Moshe Flinker. Le cahier marron est le cahier où il a tenu son journal dans l'ordre chronologique, donc du 26 novembre 42 au 6 septembre 43. Le cahier gris sur lequel vous voyez dessiné un Magen David et écrit Eretz Israël est un cahier qui est à moitié rempli de ses exercices d'arabe et à moitié de textes en hébreu, émaillé de poésie ou de textes en prose. Le cahier bleu, le petit cahier bleu, ce que vous voyez est écrit en hollandais. La moitié du cahier est écrit en hollandais, l'autre en hébreu. Et dans le cahier noir, il y a également des textes de réflexion écrits en hébreu. Je vais vous parler ce soir beaucoup du journal, donc de ce cahier marron. Au premier abord, il se présente comme un journal intime, classique, d'un adolescent de 16 ans.
qui se sent seul, qui a perdu ses repères et qui décide d'écrire chaque soir ce qu'il a fait dans la journée. Et en effet, c'est ce qu'il va commencer à faire. Raconter sa vie de tous les jours à La Haye. Mais c'est une vie qui est tout à fait particulière. C'est une vie sous occupation, tissée d'interdits de plus en plus nombreux, ce qu'il appelle une longue chaîne de persécutions. Il va raconter aussi sa vie à Bruxelles, les tickets de rationnement, les courses. Il va chercher 40 kilos de pommes de terre. La bibliothèque de la communauté juive, l'école de sténodactylo qu'il va fréquenter. Une vie en apparence simple, parce que les Flinkers ont obtenu, grâce à des intermédiaires douteux qu'il a fallu grassement payer, des papiers d'identité qui font d'eux des Ariens, des protestants plus précisément, et ils vivront une vie de marins du XXe siècle, juifs à la maison, non-juifs au dehors. Ils ne porteront plus l'étoile jaune comme ils avaient été obligés de le faire quand ils étaient encore à La Haye. Mais ces apparences sont trompeuses. Moshe et sa famille sont tenaillés par la peur, une peur permanente qui rend leur vie impossible. Il faut absolument passer entre les mailles du filet, échapper aux rafles, se méfier des dénonciateurs. Et ce journal intime prend alors une autre dimension. Il devient un journal de guerre, mais une guerre sans armes réelles, ni pistolet, ni mitraillette, mais une guerre avec les armes de l'esprit, qui sont les seules à sa disposition. Et ces armes vont lui donner la force de l'espoir et la force de résister. Dès la première entrée du journal, le 26 novembre 1942, qui est ici projeté, Moshe écrit qu'il veut noter chaque jour ce à quoi il a pensé. Là encore, tout se passe en apparence, comme pour n'importe quel adolescent de son âge. Et il va nous parler, entre autres, dans un bref passage, de la fille qu'il a aimée et qu'il aime toujours, depuis qu'il l'a croisée à l'école juive de La Haye, plus exactement à l'école pour les juifs de La Haye. Mais voilà, Moshe est le fils d'une famille religieuse. Il a été éduqué dans le respect des mitzvot, des commandements divins, qui interdisent toute relation mixte en dehors du mariage. Il parle d'une jeune fille qu'il aime encore, mais c'est un amour plus que platonique, puisqu'un amour jamais déclaré. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Moshe fréquente la bibliothèque juive de Bruxelles. Il se jette à corps perdu dans la lecture de livres et de revues savantes, tous écrits en hébreu. Car Moshe connaît plusieurs langues. Il parle en yiddish à la maison. Il a appris le néerlandais à l'école, bien entendu, tout comme il a appris l'anglais, l'allemand, des rudiments de grec et de latin. Comme tout enfant juif de famille religieuse, il accompagne son père à la synagogue et il se familiarise avec les lettres carrées, mais il va perfectionner sa connaissance de l'hébreu avec un professeur particulier, parce qu'il n'y a pas d'école traditionnelle juive à La Haye. Et en fait, c'est plus qu'un simple professeur, c'est un rabbin, le rabbin Grebel, dont il parle souvent dans son livre, dans ses textes. Ce rabbin qui va le former à l'étude de la Bible et du Talmud. Et comme le disait Pierre-Emmanuel Doza, Moshe lit Agnon, le réprouvé, il lit Tchernichovski, il lit des articles sur la jeune littérature hébraïque, ses premiers représentants comme Yosef Chaim Brenner, mais il lit aussi des articles sur la mystique juive ou sur des sujets plus scientifiques. Et sa lecture est une lecture critique, parfois dure. Plus d'une fois, Moshe exprime des opinions fortes. Il emploie des mots violents. Il a 16 ans, il a soif d'absolu, il a un niveau d'exigence morale incroyablement élevé et il n'épargne personne, ni les non-juifs, les goïms, ni les juifs, ni les dirigeants sionistes, ni les rabbins polonais. Et il a, hélas, une certaine expérience vécue de la violence. Cette violence aveugle, génocidaire, qui s'installe à La Haye. Dès les lendemains de l'invasion allemande, il n'a que 14 ans. Et lorsqu'il arrive à Bruxelles, il commence à écrire son journal. Il pose, et il se pose très vite, dès la deuxième entrée du journal, la question du sens de cette violence. Et il interroge, quelle est l'intention réelle de Dieu qui n'épargne aucune souffrance au peuple juif, qui lui inflige de telles calamités? Et là, ce journal intime, qui est aussi un journal de guerre, prend une troisième dimension.
il devient le réceptacle d'une réflexion sur le sens de ces persécutions. Moshe connaît bien l'histoire juive. Il a étudié l'histoire juive. Et il compare son vécu avec celui des Juifs du Moyen-Âge, massacrés par les croisés en route vers Jérusalem, avec celui des Juifs d'Espagne, expulsés en 1492, avec celui des Juifs massacrés en 1648 par les Cosaques de Khmelnytsky. Mais il sent bien qu'il y a une différence, et une grande différence. Il écrit une phrase aux accents kafkaïens. Aujourd'hui, dit-il, tout se fait de manière officielle. Les Juifs sont condamnés par la loi. Comme il est interdit de voler, il est obligatoire d'exterminer les Juifs. Et là, Moshe évoque souvent la notion de mérite. Il donne l'impression, et là je risque un anachronisme, mais je prends ce risque, on a l'impression qu'il élabore une théologie de la Shoah avant l'heure, et même plutôt pendant l'heure. Et je ne connais pas d'exemple d'une réflexion de ce genre à cette époque, sauf peut-être celle d'un auteur qu'il faut citer, qui est un rabbin slovaque qui s'appelait le Rav Teishtal, qui était chef d'une yeshiva en Slovaquie. Et le Rav Teishtal a totalement changé son point de vue pendant la guerre. Il était violemment antisioniste, comme beaucoup de rabbins à l'époque en Pologne, qui disaient, c'est un passage qui a été censuré dans son livre, mais que j'ai réussi à relire, il ne faut pas aller en Palestine. Les sionistes sont des mangeurs de porc. Et Moshe écrit, voilà, si nous n'avions pas écouté, eh bien, nous ne serions pas là où nous sommes. Ce rabbin Teishtal écrit un livre qui s'appelle Em Abanim Semecha, et qui a été traduit récemment en français sous un beau titre, même si ce n'était pas une traduction littérale des psaumes, Comme une mère attend ses enfants. C'est un livre où il chante son amour infini pour la terre d'Israël et où il fonde la nécessité pour les Juifs d'y retourner. La même inspiration que Moshe Flinker, sauf que Moshe n'est pas Rosh Yeshiva et qu'il n'a que 16 ans. Et pour lui, désormais, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est l'espoir. L'espoir chevillé au corps d'une rédemption prochaine, la restauration d'une souveraineté juive sur la terre ancestrale. Et là, le journal atteint, selon moi, une sorte de 4e dimension. Il devient le journal d'un enfant visionnaire qui annonce la création du futur État d'Israël. Un État dans lequel, du haut de ses 16 ans, comme le disait tout à l'heure Pierre-Emmanuel Doza, il voudra exercer des responsabilités dirigeantes. Il veut devenir un homme d'État. Et pour exercer au mieux ses futures responsabilités, il annonce qu'il faut qu'il apprenne la langue arabe. Car, dit-il, il faudra vivre en paix avec nos frères, les fils d'Ishmaël, qui sont aussi les descendants d'Abraham. Et il le fait. Et il court les librairies de Bruxelles occupées, et il commande un manuel d'arabe rédigé en allemand. Voilà la page de tout à l'heure qu'on a vue également. La page en hébreu, encore une fois, qui est la dernière page de ce journal, du cahier gris, qui n'est pas son journal, mais curieusement, on voit écrit ici en bas en hébreu « Fin de mon journal, merci mon Dieu ». Et voilà des pages de Moshe Flinker en arabe, de ces exercices d'arabe. Une belle écriture, une belle calligraphie pour un enfant de 16 ans qui ne connaissait pas l'arabe 2 mois avant. Ici, une autre page de ce cahier gris où on lit une sorte de dictionnaire franco-arabe. Et les mots choisis ne sont pas pour rien. Liberté, libération, libérer. Même dans son apprentissage de l'arabe, il était là. Poursuite de cet espoir. Encore plus étonnant, à côté des longues pages d'exercices qui sont de purs exercices d'un enfant de 16 ans qui apprend la langue arabe, j'ai trouvé un texte qui, lui, n'est pas un exercice et qui est le texte en arabe de l'Épître aux Corinthiens de saint Paul. Comment a-t-il fait pour trouver le Coran en arabe à Bruxelles? Je ne sais pas.
Voilà. À la fin de son journal, début septembre 1943, Moshe annonce qu'il veut rejoindre ses frères en Eretz Israël pour les aider, parce qu'il vient de lire dans un article du Daily Mail, un article du Daily Mail qui décrit la montée des tensions en Palestine mandataire et le récit de la constitution, déjà, d'arsenal militaire, tant du côté juif que du côté arabe. Parmi les pages que l'on trouve dans le journal, voilà une page en français. On voit ici, en fait, de quoi sont constitués les autres cahiers. C'est Moshe au travail, qui écrit de mémoire ou qui recopie des textes, souvent des textes de la Bible ou des poésies religieuses, et qui, de temps en temps, pose sa plume et parle d'autre chose, et écrit d'autre chose. Et là, sur le côté gauche, c'est un dialogue en français que vous trouverez dans le livre. Voilà la première partie du dialogue, de ce dialogue et la deuxième partie. Mais je reviens à la première partie parce que tout en haut, ceux qui connaissent l'arabe ont peut-être reconnu, mais c'est écrit tout petit, une expression qui veut dire Bismillah. Et il écrit Bismillah, qui est l'expression traditionnelle que les musulmans cantilent avant la récitation du Coran. Un dessin de Moshe, voilà, pour vous donner quelques illustrations de ce qu'on trouve dans les cahiers, où il représente visiblement Moïse sur le mont Sinaï, où il écrit en hébreu « Écoute Israël » et il termine par le terme « un ». Et en haut, une phrase qui est extraite de la liturgie du Yom Kippour Ashkenaz, qui n'est pas exactement celle-là, Ta'amire nular v'na'amirach lanu, qui est extrêmement difficile à traduire, mais la traduction non littérale que j'ai choisie, c'est « Sois notre témoin », on parle du peuple juif qui parle à Dieu, « Sois notre témoin, et nous témoignerons pour vous, pour toi ». Et c'est dans cet ordre-là. Une page écrite en hollandais qui est une réflexion sur la notion de compassion qu'il développe sous forme d'une page de Talmud. Et là, pour terminer, une anecdote récente, parce que, je veux dire, la vie continue même après la publication du livre. Ça date d'il y a quelques semaines. J'ai reçu un appel de la nièce de Moshe Flinker, avec laquelle je suis en relation, qui me dit « Il faut absolument que tu viennes tout de suite à Jérusalem. On a trouvé un trésor. » Effectivement, dans la malle d'une des sœurs de Moshe qui est décédée il y a quelque temps déjà, mais que les enfants n'ont pas ouvert, comme ça arrive souvent. Et ils ont ouvert seulement il y a quelques semaines, cette malle. Ils ont trouvé 4 livres. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, mais là, en haut à gauche, c'est le manuel d'arabe écrit en allemand dont il parle. 2 livres, un d'exercice français et un de grammaire française. Et celui en bas à gauche est un livre écrit en hébreu, publié en hébreu, aux éditions socialistes en Palestine mandataire. Comment est-il arrivé à Bruxelles occupé? Je ne sais pas. Et c'est un livre écrit par un juif soviétique qui s'appelait Weinstock, qui n'est pas Nathan Weinstock et qui n'est pas de sa famille, sur le problème de l'océan Pacifique et le futur de l'océan Pacifique. Voilà. Je vous ai parlé du Moshe diariste, du Moshe historien, du Moshe théologien avant l'heure, mais je ne vous ai pas parlé du Moshe talmudiste, du Moshe philosophe, du commentateur de bataille, du géopoliticien et du Moshe poète, car ces cahiers sont émaillés aussi de belles poésies, tristes, mais toujours marquées par une foi profonde, un amour infini pour le peuple juif, pour sa terre et pour son Dieu. Je vous remercie.
Michel Taubert va vous lire maintenant un poème de Moshe. 2000 ans d'exil, 2000 ans de souffrance, 2000 ans d'attente d'une délivrance qui n'arrive pas, 2000 ans d'errance, 2000 ans d'incessant déplacement, 2000 ans d'espoir d'une délivrance qui tarde tant en cette année du XXe siècle. Nous voici debout et espérant en notre Dieu salvateur. Oui, tu es notre Dieu et tu nous sauveras. Oui, tu es notre Dieu et tu nous délivreras. Tu nous as oubliés, tu te souviendras. Tu nous as négligés, tu nous reviendras. Tu nous reviendras, tu nous feras revenir vers toi. Tu nous prendras en pitié, tu déverseras sur nous ta grâce, tu nous replanteras sur notre terre et tu reconstruiras notre héritage. Alpaim Shana, Anu Golim, Alpaim Shana, Anu Sovlim, Alpaim Shana, אנו צופים לישועתנו המתמהמת. 2000 שנה אנו נדים, 2000 שנה אנו נעים, 2000 שנה אנו קווים לגאולתנו המתאחרת. עתה הננו, פה עומדים, בשנת 120, הננו עומדים וקווים, אלוקינו התושיע, כן אלוקינו אתה תושיע, כן גואלנו אתה תגאל, אתה שחרת ותזכור, אתה זנחת ותשוב, אתה תשוב ותשיבנו, אתה תרחם ותחננו, אתה תטענו על ארצנו, תכיננו על נחלתנו. Merci infiniment de cette très belle lecture et de cette magnifique conférence. J'ai été très sensible à la fois à la dimension politique, géopolitique, je dirais, des analyses de Flinker apportées par Guillain et par l'aspect théologique aussi, parce qu'il y a une exigence théologique. Alors, Appelfeld disait religieuse à propos de Leb Rochman, mais en réalité, il y a un besoin pressant chez tous les auteurs dont nous allons vous parler ce soir, un sentiment très net que les schémas théologiques habituels pour expliquer les malheurs des Juifs ne sont plus valables. Toutes les explications par les errements, par les péchés, par la loi qui n'a pas été appliquée, d'emblée, c'est une solution, c'est une explication que récuse aussi bien Flinker que Katzenelson, dont nous allons parler maintenant. Il y a un point d'ailleurs éditorial commun entre les deux livres dont nous allons parler là. Nathan Weistock a fait une très belle préface au carnet de Flinker. Il a fait aussi une préface très intéressante au journal du camp de Vittel. Alors, le journal du camp de Vittel est un... Vous connaissez tous Isaac Katzenelson par les livres de Rachel Hartel, par la merveilleuse traduction de Mattia Baum et par tout ce qui a été écrit autour. C'est un livre absolument inimitable, unique, qui est un des plus grands livres d'histoire et qui est un des plus grands livres de poésie du XXe siècle, toute littérature confondue, il faut le dire. Et donc, c'est toujours terrorisant de penser que pendant des décennies, nous n'avons pas eu accès à ce livre-là. Et c'est un livre qui me fait penser toujours, je pense à... Alors, pardonnez-moi, je vous le présente très rapidement, pour la simple raison, c'est que Claire Darmon n'a pas pu venir. Je vais simplement vous faire une petite présentation qui sera suivie d'une lecture d'un passage, et ensuite je demanderai à mes acolytes de faire quelques interventions ou de répondre à quelques questions. Ça me fait penser à deux choses, ce livre-là. Vous vous souvenez tous de la formule sur laquelle on fait un contresens systématique de Adorno. Adorno a dit « pas de poésie après Auschwitz ». Quand on lit Katzenelson, on comprend très bien pourquoi il a dit ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de poésie, mais comme il n'y a pas d'histoire qui tienne, si elle n'est désormais contemporaine d'Auschwitz. C'est aussi simple que ça. On connaît tous la vie d'Adorno, on sait ses amitiés poétiques, son amitié avec Ingeborg Bachmann, son amitié avec Scholem, qui a écrit aussi de la poésie. Donc le contresens est trop facile et il est absurde. Donc en quoi un grand livre d'histoire peut-il être un grand livre de théologie et un grand livre
de poésie pure, parce que c'est un chef-d'œuvre absolu. Alors, il y a une chose, premièrement, qui frappe, c'est dans ce livre-là, c'est que Katznelson, qui est l'un des plus grands poètes yiddish de tous les temps, a décidé d'écrire ce texte-là en hébreu. Par certains côtés, j'aimerais bien avoir la réaction de Rachel à ce propos-là et de Batia Baum, si elle veut bien intervenir tout à l'heure. C'est que j'ai l'impression que ce qu'on appelle le journal du camp de Vittel est une traduction historique et prosaïque, en fait, du chant du peuple juif assassiné. Et alors, pourquoi a-t-il voulu écrire le poème en yiddish et ce texte-là, ce témoignage, cette prise à partie de Dieu et des hommes en hébreu, c'est une question que je me pose. Moi, ça me fait penser un petit peu à Ringelblum, qui, à la fin de sa vie, dans son bunker, a voulu écrire un dernier texte, et il a renoncé au yiddish dont il s'était fait le défenseur acharné, pour écrire son dernier livre sur les relations entre juifs et chrétiens en polonais. Alors, Ringelblum avait, lui, pu donner l'explication. C'est simplement qu'il pensait que le polonais était le meilleur moyen de toucher les goyim. C'est-à-dire, il avait un message à leur faire passer et il voulait réellement il espérait, désespoir absolu ou espoir démesuré, que les chrétiens, les goyim, pourrait comprendre quelque chose de ce qui s'était passé, un drame. Visiblement, Katznelson n'a pas du tout cette foi-là. En tout cas, il a renoncé à tout espoir que le monde chrétien puisse comprendre. Et c'est un livre aussi qui pose une autre question et qui oblige à renouveler complètement le débat historique. Vous vous souvenez tous du Zahor de Yerushalmi, qui explique que les Juifs ont perdu la conscience historique. Ils ne l'ont découvert qu'au XIXe siècle, quand, avec la Wissenschaft des Studentums, etc. Donc, les Juifs auraient perdu le sens de l'écriture de l'histoire. Et en fait, quand un théologien, historien de la théologie, Amos Funkenstein, qui est l'un des grands historiens de la pensée juive, lui avait répondu: non, vous vous trompez, ça n'est pas qu'ils ont perdu le sens de l'histoire, c'est qu'il y a une temporalité qu'ils récusent, ou alors ils admettent une temporalité séculière, mais ils veulent aussi la temporalité de la Bible. Et en réalité, le temps auquel se réfèrent les historiens juifs et les théologiens, c'est le temps de la Bible. Donc ils pensent l'histoire à partir de ça. Et donc Isaac Katznelson, dans ce livre, fait référence à l'un des grands livres de l'expulsion, La Vallée des larmes, toute cette littérature sur l'expulsion, sur les tragédies juives. C'est un vrai livre d'histoire parce qu'il raconte avec une précision extraordinaire un certain nombre de scènes. Alors, ça s'appelle Vittel. Je vous ai parlé de ce titre-là qui est très singulier. C'est en fait le journal écrit au camp de Vittel, mais Katznelson, qui avait obtenu un passeport du Honduras, s'est fait piéger par les nazis, qui ont organisé avec des indiques une espèce de rafle de tous les gens qui avaient des passeports d'Amérique du Sud. Ils ont raflé tous ces juifs qui espéraient se sauver et ils les ont internés en France au camp de Vittel, entre autres. Et c'est au camp de Vittel qu'avec un désespoir absolu, sachant que sa femme et 2 de ses fils avaient été déportés et immédiatement gazés à Treblinka, que Katznelson a voulu témoigner, écrire. Et il a écrit avec une force absolument incroyable, des textes avec la même urgence, et il dit à peu près les mêmes choses. Donc le texte que va vous lire Michel Taubert est un appel à un cri qui éthique et un cri qui, à mon avis, est aussi valable pour les historiens. Et je vous expliquerai pourquoi après la lecture. Merci. Toi, qui as échappé au massacre, malade, rongé de souffrance, à bout de force, compte 7 vies, 8, 9, dont tu ne connaissais aucune. Tu n'es qu'un juif ordinaire qui a été sauvé. Tu n'as jamais connu la moindre âme sur les 7 millions. Tu n'en as jamais vraiment connu une seule de toute ta famille, même de tes plus proches parents, dans ta propre maison. Regarde seulement. C'était ton fils qui avait l'intention de se venger et le souhaitait ardemment. C'était un chaloutz. Il portait l'image de Dieu dans ses traits et le sceau du Tout-Puissant était inscrit dans son cœur. Pourtant, tu ne savais pas. Non, tu ne les connaissais pas. Tu ne les as jamais reconnus. Continue à compter. Continue. 10,
10, 11, 12 vies, tu regrettes de ne pas savoir leur nom, mais que cela ne t'affecte pas. Ce qui devrait vraiment faire mal, c'est que tu n'as jamais connu leur vie. Ô toi, misérable juif, 7 millions de vies, 7 millions de tragédies. De même que durant la vie, chaque âme juive a son propre caractère, elle l'a aussi dans la mort. Chaque façon de mourir suscite sa propre émotion. Chaque vie juive assassinée suscite sa propre tragédie. Ma merveilleuse, ma sublime femme, au moment où elle a été assassinée, s'inquiétait pour son fils, Ben Zion, âgé de 14 ans, et pour son Benyamin de 11 ans, qui avaient tous deux été amenés avec elle et été mis à mort dans une autre section. Elle s'inquiétait aussi de ne savoir quand et où Tzvi et moi-même avions été pris, où nous avions été amenés pour l'exécution. Elle ne savait pas que nous étions encore en vie, que nous étions sauvés pour endurer les souffrances et les misères des ateliers, que nous devions traîner dans des caves et dans des greniers ravagés de tristesse, que nous étions confinés toute la journée, toute la nuit, dans une solitude totale, dans une loge de concierge du quartier polonais de Varsovie, sans espoir d'y rester ni d'en partir. Tzvi s'endormait à même le sol et j'étais assis sur une chaise. C'est ainsi que je passais la nuit. Ensuite, 3 semaines dans les entrailles de la terre avec 25 autres personnes, hommes et femmes. Hane, que j'aimais tant, ne savait pas que nous étions punis pour être restés en vie. Et comment mon fils Ben Zion a-t-il été assassiné? Mon garçon, une âme noble et courageuse, je le connaissais bien peu. Et ce Binyamin, tendre Yankov Binyamin, il avait un monde de joie dans son cœur. Et sur sa tête poussaient mes cheveux, oui, mes cheveux qui étaient tombés, qui flottaient au hasard dans le vent et se perdaient. Je les ai vus sur la tête de Binyamin. Binyamin avec mes propres cheveux sur sa tête et ma propre joie se reflétant dans ses yeux. Pourtant, je n'ai jamais sondé en profondeur le cœur de mon fils, si tendre et si généreux. Je ne connaissais pas encore très bien son âme. Il était différent de ses frères pendant sa courte vie et aussi dans sa mort. Mon fils, 7 millions de morts, 7 millions de tragédies d'une ampleur incalculable. Compte, 13, 14, 15 vies. Nous ne connaissons ni leur vie, ni leur nom. En ce qui concerne les vies, ce sont des abysses d'une profondeur insondable et des cimes imposantes. Quant aux noms, appelez-les Avrom, Yitzhak, Yankov. Chacune de ces vies, de ces 7 millions de vies, a quelque chose d'Avrom, d'Yitzhak et Yankov, quelque chose des patriarches. Ces 7 millions de juifs assassinés, les descendants n'ont pas démérité de leurs ancêtres. Compte. Merci infiniment. Vous aurez compris que le compte n'est pas le désir de statistique, mais il faut que chaque vie ait droit à sa résurrection, que chaque vie ait droit à sa reconstitution. C'est quelque chose d'essentiel. Pour bien mettre les points sur les i, Katzenelson a une formule inouïe. D'abord, c'est lui qui, le premier, et ça c'est un apport pour les historiens qui l'ignoraient jusque-là, parle d'emblée du chiffre de 6 millions de juifs assassinés, et pour que tout le monde comprenne bien, il dit c'est 6 millions de Jésus. Il dit 6 millions de Jésus assassinés, vous en avez tué un, dit-il, il y a 2000 ans, il vous en faut 6 millions, mais cette fois-ci, il n'y aura pas de religion. Et il commence à comprendre, et c'est là d'une grande force, et on a la même lucidité chez les autres, que ce soit chez Flinker, que ce soit chez Leb Rochman, il dit cette chose absolument inouïe, que l'on trouvait chez Freud et que l'on trouve aussi chez George Steiner. Il dit ils ne nous ont pas pardonné le bien que nous leur avons fait en leur donnant
l'un des nôtres, Jésus, ils ne nous pardonneront jamais le mal qu'ils nous ont fait. Et tout de suite, il comprend comment le révisionnisme va naître en Allemagne. C'est un très, très grand livre, Katzenelson. C'est absolument impossible d'en dire plus. Comme le temps nous est compté, je crois que nous allons passer tout de suite à Leib Rohrmann et que va vous présenter Isabelle Rosenbaumas, puis Rachel Hertel. Alors, juste pour introduire, parce que finalement, Leib Rohrmann est un homme de 3 livres, un homme de donc, ce journal, dont nous allons découvrir qu'il n'est pas forcément un journal, À pas aveugle de par le monde, que Rachel Hertel a traduit il y a quelques années, et puis ce recueil de nouvelles dont elle va parler. Le traducteur du yiddish doit faire le deuil de la langue assassinée et faire œuvre d'art. Mais il est aussi témoin, non pas de la mort de la langue, mais de sa vie abrogée. L'acte de traduction se confond donc avec l'acte de témoignage. Je cite Rachel Hertel, je crois que c'est dans un petit texte que vous avez écrit dans les temps modernes sur traduire Leib Rohrmann, et j'ai l'impression que cela correspond tout à fait. Traduire et témoigner, les deux choses se confondent. Je vous laisse la parole, Isabelle. Oui, évidemment. D'abord, j'ai trop de gens à remercier dans la salle, ça prendrait trop de temps, on n'a pas le temps. Donc, je voudrais remercier l'éditeur, Georges Bensoussan, et mes 2 professeurs qui sont là, mes 2 professeurs de yiddish, Rachel Hertel et Yitzhak Niborski, pour une vie d'amitié. Et donc oui, cette réflexion de Rachel Hertel, elle m'a beaucoup fait réfléchir. Jusqu'à hier soir, où je réécoutais les parties 4 et 5 de votre interview à voix nue. Et bien sûr, comme toujours, vous me connaissez, j'ai envie de contester cette proposition. J'ai envie de contester cette proposition, mais ce n'est pas le lieu. Et donc, je vais aborder directement ce récit autobiographique et ce témoignage sous l'angle de son caractère littéraire. Je ne sais pas parler, donc je lis. Le journal est le premier livre de Leib Rohrmann, sa première œuvre littéraire, et peut-être l'ébauche de ses nouvelles et de ses romans. Est-ce après tout son premier roman? C'est une hypothèse que j'émets ici. Le journal de Leib Rohrmann n'est pas né le jour où il a commencé à le rédiger, le 17 février 1943. Leib avait commencé à écrire comme journaliste à Varsovie, où hormis des articles, il a peut-être déjà écrit quelques nouvelles. Tout au long des événements que lui et sa famille ont traversés, depuis l'entrée des nazis en Pologne, il est probable, sinon certain, qu'il écrit mentalement. Depuis qu'il n'écrit plus, il engrange, il enregistre les séquences d'événements qui dépassent l'entendement. Ce n'est pas de mon ressort de trancher la question parfois posée de la part de réécriture de ce document étonnamment abouti sur le plan littéraire. Les éléments que je pourrais faire apparaître ici et là ne sauraient du reste faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre. Le mystère de la création d'une œuvre telle que celle-ci resterait entier, quand bien même chaque phrase serait examinée sous toutes ses coutures. Remarque préliminaire, le titre original. Und in dein Blut sollst du leben. Et dans ton sang, tu vivras, n'a pas été retenu. Il faut bien en convenir, il aurait peut-être effrayé quelques lecteurs. Cette citation, tirée du 16e chapitre d'Ézéchiel, nous rappelle cependant la particularité du témoignage de Leib Rohrmann et, à travers lui, du petit groupe de protagonistes dont, de fait, il prend la tête et se fait le porte-parole. Cette particularité est, comme dans le cas du jeune Moshe Flinker et les similitudes des 2 caractères, des 2 pensées, des 2... J'irai pas jusqu'à parler de théologie, m'ont énormément frappé, et d'être demeuré dans des circonstances quasiment inconcevables, à la fois croyant et observant. C'est aussi une déclaration provocatrice, entre adjuration et injonction. Je revendique l'héritage d'une longue lignée de prophètes. J'écris pour vous éveiller. Je suis un lanceur d'alerte, un avertisseur d'incendie, comme aurait dit Walter Benjamin.
L'autre remarque concerne les dates fixées à ce journal, 1943-1944, et rejoint finalement la première. Si l'auteur commence à écrire le 17 février 1943, la composition du journal frappe autant par main retour en arrière, écrit à des moments de calme précaire, que par la multiplicité de voix qui se répercutent jusqu'au reclus, au plus profond des refuges où il s'enterre, sans jamais éclipser la voix de l'auteur. Celle-ci se fait entendre avec la force du compte-rendu chirurgical. Elle emprunte un ton prophétique, propre à Leib Rochmann. C'est précisément cet écho du futur qu'il fait entendre dans le titre « Und in dein Blut sollst du leben » « Vie dans ton sang ». Je pense que Rachel nous reparlera du titre. Donc je vais d'abord parler de l'auteur en narrateur. L'auteur du journal en narrateur. Le nous indistinct qui scrute les ténèbres et décompte le temps va peu à peu se ramifier. Le premier personnage est d'abord un groupe de jeunes gens, reclus, coupés de tout ce qui a constitué il y a peu encore son existence, retranchés, témoins muets de la catastrophe qui s'est abattue sur les Juifs de Pologne. Dans les 3 ou 4 premières pages du livre, le contexte, la tension, la terreur, la condition de l'auteur et de ses compagnons, jusqu'à la psychologie des protecteurs, tout cela est esquissé avec une étonnante maîtrise. À partir de... Alors je vais citer souvent, alors je vais faire des petits guillemets comme ça. À partir de aujourd'hui, mercredi 17 février 1943, 12 semaines ont passé depuis que nous sommes chez Fellek. À quelques pages plus loin, Zifrele, nous n'avons le droit ni de rire, ni de pleurer. La situation du groupe et les épreuves traversées sont non pas résumées, mais illustrées avec des exemples si frappants qu'ils nous laissent l'impression d'un récit commencé depuis de nombreuses semaines, enroulé tel un film autour d'une bobine et soudain déroulé dans un accéléré où s'accrochent des images qui transpercent la conscience. Les corps entassés l'un contre l'autre des compagnons, dissimulés derrière la double cloison. Le visage blême d'une jeune fille, promise 2 fois à la mort. Une première fois dans un simulacre d'exécution. La 2e fois brûlée vive parmi les victimes du camp établi dans l'école Copernic à Minsk-Mazowiecki. Et l'espoir inouï de cette petite équipe qui scrute l'obscurité afin d'y déceler un interstice, un ray de lumière, et le découvre en effet du côté où le soleil se lève, vers l'est, là où se trouvent Yerushalayim et Eretz Israël, là où un nouveau peuple renaîtra, et dans ton sang, tu vivras. L'est, là, d'où viendront les libérateurs. Cette double attente de la délivrance qui les fera languir et survivre à d'interminables tourments. Il se trouve que la jeune fille évoquée, Rivka Steinbock, porte aussi le patronyme d'une de mes arrière-grand-mères, Clara Steinbock, dont j'ignore où elle est morte, très probablement dans le ghetto de Varsovie. Il se trouve que j'ai un oncle aussi, 2 oncles, des frères de mon père, des petits frères, des garçons de 10 et 15 ans, qui ont été exécutés dans des simulacres de fuite. Du moins, écrit Leib, sommes-nous vivants pour nous souvenir d'elle? Qui sera encore là pour nous évoquer? L'auteur anticipe bientôt ce qui sera le dilemme insoutenable de tous les rescapés juifs. Il pose un point d'interrogation sur la survie elle-même. Oui, c'est une malédiction que leur oubli. Ou bien plutôt, ce sont nos cœurs et nos âmes desséchées qui sont maudits. Davantage encore, il s'agit d'une calamité qui pèse sur nos têtes de vivants, car la vie est la plus grande de toutes les plaies. Blasphème que la vie, que cette éhontée volonté de vivre. C'est un groupe de jeunes gens et de jeunes filles qui viennent d'être coupés de toute leur famille massacrée. C'est également dans les toutes premières pages qu'un dispositif d'écho est mis en place. Ce dispositif emploie plusieurs procédés littéraires, voire une scénographie, et sera décliné tout au long du journal
où Leib excelle à faire circuler et nous faire entendre toutes les voix qui parviennent au petit groupe et qui font de celui-ci les témoins, la plupart du temps aveugles, des crimes perpétrés contre les Juifs. Enfants innocents ou espiègles, prêtres, représentants de l'autorité locale, chasseurs de Juifs, partisans ou brigands russes, c'est parfois les mêmes, et jusqu'aux animaux qui servent de signaux, de relais, de protecteurs, voire de mouchards involontaires. Dès les premières pages, une petite fille qui s'avère être sourde, la fille d'une commère intarissable. Un chat famélique qui se jette sur le portillon aménagé pour faire passer la nourriture. Des souris qui fournissent des alibis. La candeur et l'ingénuité elles-mêmes sont dangereuses. Cette innocente petite fille peut devenir notre assassin. Devant nos yeux se dresse déjà la ronde des protecteurs. Félec, qui réconforte ses protégés. La petite est sourde, dit-il en riant, à travers la cloison, et qui tourne en dérision les suspicions éveillées chez les visiteurs par le chat perfide. Il a dû flairer des souris. Tout cela pour un éternuement, pour une petite toux qui racle la gorge. Siffrez-les. Nous n'avons le droit ni de rire, ni de pleurer. Qui sont les protecteurs ? Il est d'autant plus intéressant de les connaître qu'ils nous renseignent en creux sur leurs voisins, leurs dangereux voisins. Ils sont d'abord une fratrie de taiseux. Et cette aptitude à se taire est déjà une grande chose en soi. Tchotke, Félec et Yannek. Le personnage, et là il convient vraiment de parler du personnage de la sœur, Tchotke, se découvrira à nous avec une singulière complexité tout au long du livre. On a vraiment envie de dire du roman. Félec nous est décrit comme un croyant fanatique, un patriote, un hors-la-loi, un crève-la-faim, un miséreux, un va-nu-pied, un bougre des bas-fonds. Ça rappelle quand même Sholem Aleichem. Hein. C'est aussi un dur à cuire, un gaillard qui n'a pas froid aux yeux. Du reste, il est quasiment aveugle, ce qui donne à ses larcins une aura d'habileté, une sorte d'élégance. Un homme de la terre aussi, un paria. En prenant nos jeunes juifs sous son aile protectrice par charité chrétienne, Félec fait aussi une pause dans ses activités illégales. Il procède à une transaction. Il n'avait plus besoin d'aller voler, il aurait suffisamment à manger, il aurait aussi un costume et un paquet de tabac à fumer et un pantalon neuf. Nous verrons que les monnaies d'échange de nos protagonistes, les biens que dans leur fuite ils sont parvenus à mettre à l'abri, sont autant de facteurs de tentation pour leurs protecteurs, susceptibles de les mettre en danger par leur attitude, leur passion ou leur avidité, quand ils ne mettent pas directement leur existence en péril. Qui, demande Félec ou Leib Rochman, qui, sinon un hors-la-loi pour soutenir ce combat quand partout sont accrochées les affiches « La peine de mort pour celui qui aide un juif ». Mais les protecteurs ont leur propre logique, qui doit parfois être dissimulée aux protégés. Souvent, nous discernons l'écho de querelles en provenance de la cuisine, c'est Leib qui parle, où ils s'exilent pour ne pas être entendus, et il nous semble que l'on parle des biens juifs. En l'absence de toute assurance, nous devenons toujours plus nerveux. Derrière un protecteur se profile parfois l'ombre menaçante du paysan cupide d'Ida, le film Ida. Comment nous parvient donc l'écho des voix de la Pologne ? Parmi les voix devenues familières des paysans, qu'un bonjour étranger se fasse entendre et la peur s'empare de nous, écrit Leib. Un matin, ce sont les voix terrifiées de 2 fugitifs juifs, 2 frères, gelés, en haillons, nu-pieds. Nous les entendons et les voyons avec les yeux compatissants de Tchotke. Par le truchement de ces 2 frères, nous assistons aux scènes où ils sont dépouillés par les Polonais, battus, humiliés, mais à des actes de charité aussi. Des paysans leur ont offert les savates qu'ils portent aux pieds. Chaussures, bottes et autres vêtements acceptables, nous l'apprenons par toutes sortes de sources, ne sauraient être portés par des fugitifs sous peine de mort. Car le juif dépouillé dans les campagnes est souvent tué, quand son cadavre n'est pas profané. Parce que ce livre est une très grande œuvre littéraire, je vous épargnerai, je ne vous lirai pas l'extrait qui relate l'assassinat de la jeune Moshkova, ni aucun extrait qui vous fera pleurer.
Du reste, ça rejoint aussi mon approche peut-être plus historique, quand bien même je suis extrêmement sensible à la patte littéraire de ce texte. J'ai été formée aussi par un troisième professeur qui m'a éloignée, qui m'a permis de tourner le dos à l'histoire doloriste et à l'histoire lacrymale. Je crois que l'histoire lacrymale, c'est Doubnov, hein, si je me rappelle bien. Non, Wittmeyer-Baron. Baron. Doubnov, et je pense qu'il était assez adepte et avec de bonnes raisons. Oui. Comme disait Katzenelson, les Allemands ne savent pas pleurer. Et donc, moi, je suis plutôt du côté de Paul Celan, qui parlait de larmes aux arêtes de voyance vive. Les larmes aident à voir, et ce n'est pas pour rien que les Allemands ne pleuraient pas. Pardonnez-moi cette... Non, mais c'est un début de débat. Donc, un voisin entre-t-il et le ton change soudain. Sortez d'ici, crasseux, saleté de vermine juive. C'est à peine si Félec, le protecteur, détourne Flarek de son dessein, sortir avec une hache et abattre les deux malheureux enfants. Vaut pas la peine, ruse Félec. Ils n'ont même pas un sou vaillant. Inutile de se salir les mains. On risque de se choper des poux. C'est sur les talons de Flarek, qui veut aller achever les deux fugitifs, tout ça derrière la cloison, que Yashko Adrobinchok fait son entrée en pestant. Il vient de perdre les 2 pièces, 10 kilos de sucre et plein d'argent, plein de provisions. Les fantômes d'Ida me hantent en écrivant. Ils reviendront maintes fois. Sauveteurs et profiteurs se répondent dans un système d'écho. La catégorie des profiteurs tient dans le témoignage de Leib Rochman une place prédominante, qui semble disproportionnée, non pas par un esprit machiavélique de l'auteur, mais parce qu'à différentes étapes de leurs épreuves, le groupe rencontre des sauveteurs ou des protecteurs qui, pour pouvoir les secourir, ont besoin d'argent ou de marchandises monnayables, ou qui, sous la pression des événements, dévoilent leur avidité. Mais aussi parce que leur voix, derrière la cloison, retentit plus fort que celle des hommes et des femmes décents. Nos héros font donc connaissance avec des voisins. Ils sont initiés à une existence qu'ils sont loin de soupçonner. Juifs urbanisés dans la campagne polonaise. Leur sens de la beauté, de la liberté est aiguisé par la claustration. Ils apprennent le chant des oiseaux, ils apprennent la signification des rêves et de divers signes annonciateurs. Les voilà donc initiés aux contes fantastiques de la forêt, prouesses de bandits, fables où abondent esprits et diablotins, farfadets, ours, chats sauvages et sorciers. En écrivant cette énumération, j'ai reconnu dans une sorte de déjà-vu les personnages sylvestres rencontrés au détour des contes et nouvelles de Dernister, qui avaient été traduits et présentés par Delphine Bechtel. Dans l'un des nombreux retours en arrière, on suit Leib à la recherche d'une cache vers laquelle extirper sa femme Estherl et sa jeune sœur Tsiporele du camp de travail. Donc là, nous sommes en 1942. Les bruits de liquidation par les nazis se font pressants. C'est presque par hasard qu'il tombe littéralement sur le grenier, la pauvre masure, l'antre d'une sorcière. L'indomptable Tchotke. Reconstruction ou pas, le récit plonge dans la littérature. L'épisode vient au fil de la plume dans un moment de répit. Il est nourri d'un imaginaire de conte. Une femme chrétienne d'un certain âge, est-ce une sorcière, des cheveux sombres à moitié gris, ébouriffés, couvrant les yeux d'un éclat sauvage, une haute silhouette maigre et de longues mains tendues aux doigts osseux. Et quel accoutrement! L'aspect physique et la psychologie de Tchotke ne cessera de constituer un ressort romanesque du récit, quand bien même les protagonistes ont déjà fui sa violente affection pour un abri moins exposé à ses passions. La réclusion est aussi un espace narratif, avec ou sans flashback. C'est dans cet espace que nous revenons à la ferme, régler une histoire de volaille, celle qui vous sera lue tout à l'heure, portée manquante par un voisin.
2 fois au cours du journal, l'écho de la basse-cour fait résonner des réminiscences littéraires du récit cholémien. Non pas que les volailles y prennent la parole, mais c'est leur condition, comme le sort de la chienne Morva, qui inspire toute notre empathie. Un litige parmi d'autres, dans ces 2 années de traque, de planques, de tanières, de malines, l'une des maintes escarmouches du voisinage qui menacent la vie de nos protégés. Nous devons nous y habituer à ces batailles mineures, où notre cœur manque de lâcher à chaque fois. Le miracle a toujours lieu in extremis, et le suspens prend valeur de mise en garde. Mais nous serons mis à l'épreuve de page en page, de jour en jour, d'heure en heure. Plus la tension, le danger, l'effroi, le péril sont grands, plus leur narration nécessite un tissage méticuleux, appliqué, parfois proche du conte philosophique de l'auteur. Le mimétisme des lapins, creusant leur souterrain, l'état de veille de la chienne, les chatons arrachés à leur mère, sont l'objet d'une narration aussi soigneuse que la naissance d'un bébé dans la maison d'en face. Qu'est-ce qu'un enfant ? Demande Leib. Donc c'est la voix de l'auteur, finalement, dont je veux vous parler pour finir. Un cri de vengeance, comme on l'a entendu chez Moïse, et un chant de désespoir. Peut-être plus abouti que celui de Moïse, bien sûr, parce que l'auteur a 25 ans, là. C'est un homme fait. Il a une femme, et voilà, il a une vie. Les mouvements de retrait du journal, les reculs narratifs n'ont pas toujours la même fonction. Parfois, ils tirent profit d'un bref apaisement de la situation pour revenir sur les événements de 1942. D'autres fois, ils permettent à Leib Rochman d'évoquer brièvement les blessures morales, les vies brisées, les rêves enfouis. Se souvenant de leur captivité dans le ghetto, où ils sont utilisés par les Allemands dans le service de construction des routes, les images de leur esclavage reviennent à Leib. Nous voilà donc en plein labeur, un groupe de jeunes gens et de jeunes filles, transplantés, branches entièrement sciées de leurs arbres familiaux. C'est le sort de sa jeune épouse qui lui serre le cœur. Leur noce a été le dernier mariage juif célébré dans le ghetto de Minsk-Mazoviec. Quelle pitié, écrit-il, que de s'épuiser, quelle pitié de vivre et quelle pitié de mourir, quelle pitié que cette belle fleur. La vie en moi se rebellait. Nous touchons ici au ressort secret qui motive et explique l'ingéniosité quasiment illimitée dont fait preuve ce jeune homme, le narrateur, le protagoniste et finalement le héros de ce récit. Sauver ceux qui sont sous sa protection, telle est sa raison de vivre. Et peut-être est-ce en écrivant que l'auteur prend conscience de ses inépuisables ressources. Et il en faut des ressources tous les jours. Peut-être même qu'au fil de l'écriture, son ingéniosité s'aiguise comme son ouïe au cours de sa réclusion. Si les miracles semblent, jour après jour, heure après heure, épargnés à Leib et au minuscule reste de son peuple, le sort des leurs, est-ce parce que le gardien ne les abandonne pas, qu'il jette sur le groupe retranché un œil miséricordieux. 1000 fois, il récite le schéma Israël. Imu anochi vetsara. Je serai avec lui dans la détresse. La présence de Dieu et son absence forment le noyau de ce livre où l'auteur esquisse l'image de ce monde des plaines, d'un pas aveugle, un négatif du monde. Pour reprendre la formule de mon ami, le réalisateur Michel Grossman, évoquant la posture sabbatéiste, nous sommes dans la doublure du néant. L'arbre de vie s'enracine dans l'arbre de mort. Il en est le reflet. C'est une rébellion qui appelle à la fois à la vengeance et à la rédemption. Contrairement à ce qui a souvent été dit, des survivants ont nourri, après la guerre, un désir de vengeance. Dans une biographie d'Abba Kovner par Dina Porat, à paraître bientôt, dans la traduction d'Alexandra Léniel-Lavastine, on peut suivre l'histoire d'un de ces groupes qui, à partir de la Palestine, a tenté de rendre justice en se passant des tribunaux internationaux.
Ça a été un échec total. Il est vrai qu'il s'agissait plus souvent de juifs non religieux, si tant est que l'on puisse classer l'idée de rebâtir une nation juive dans un recoin de la planète nommée Palestine parmi les idées non religieuses. Il n'y avait que les socialistes pour croire ça. J'ai une demi-page. Leib Rochman établit quant à lui un lien indéfectible entre le messianisme politique du sionisme et une forme de rédemption à laquelle il confère un caractère mystique. Du fond de la nuit, l'auteur distingue dans La frondaison des arbres la figure colossale de Theodor Herzl. Je cite, « Scrutant les ténèbres, je dévore des yeux sa présence. Son visage s'élève au-dessus de la terre et plane dans les cieux. Une brise souffle. Elle s'ébroue dans le vent et ses yeux scintillent vers nous. Je saisis dans cette apparition un signe du lointain lancé par des générations des Juifs du passé, éradiqués, mais aussi celles du futur qui nous regardent et nous disent « Chazak ve'ematz » « Tenez bon ». Espoir et désespoir sont inextricables dans l'écriture de Leib Rochman. Ce n'est qu'un seul sentiment déchirant qui gonfle à chaque accalmie, après chaque crise. Les nouveaux protecteurs, Chouva et sa femme, sont d'honnêtes gens, mais Leib doit sans cesse inventer un conte, une petite histoire distrayante, afin qu'ils oublient que nous avons introduit la peur chez eux. Par moments, la réalité elle-même se dérobe. Avons-nous tout inventé ? Se demande Leib. Où et quand se trouve l'issue ? Auront-ils seulement la force de vivre ? Sa réponse singulière, cet écho du futur, la rédemption tant attendue, ne va pas sans un réquisitoire qui prend la forme de la parole prophétique. Un réquisitoire contre Dieu. Donc voilà, j'avais 2 longues citations qu'on lira peut-être plus tard sur cette parole prophétique. Oui. Et comme le temps nous presse, voilà, je laisse la parole. On va peut-être attendre pour la lecture, la reporter à la fin si nous avons le temps, et donner la parole à Rachel Hertel. Rachel Hertel est la seule qui, parmi nous, a en effet côtoyé Leib Rochman. Vous avez gardé un souvenir d'enfant et vous lui avez donné ce nom énigmatique qui m'a fait penser à un poème de Wordsworth, mais visiblement vous pensiez à autre chose. L'homme emmuré. L'homme emmuré, c'est en effet l'homme caché entre les 2 cloisons dont vous a parlé formidablement bien Isabelle, et en même temps, c'est l'homme emmuré, c'est l'homme seul. J'avais presque envie de dire seul comme Franz Kafka, seul comme Leib Rochman. Bon. Je ne pense pas que Livia a fait une erreur de casting, mais je me trouve seule à parler en fait de littérature au milieu de tous ces journaux. Je pense qu'elle était beaucoup plus subtile que cela et elle m'a permis de réfléchir précisément à ce qui fait la différence entre la fiction et le témoignage. Parce qu'on a beau dire que c'est un roman, ça n'en est pas un, c'est quand même un témoignage en premier lieu. Et les journaux, dans les 2 cas, et dans celui peut-être différent dans le cas de Katzenelson, qui est une sorte d'imprécation et de cri de haine et de douleur, plus un témoignage, bien qu'il y ait des choses extrêmement précises qui sont rapportées à la fois sur le ghetto de Varsovie et sur sa présence dans le camp de Vittel. Donc, si on se pose la question de savoir ce qu'est le témoignage, il faut partir évidemment de la définition donnée par le dictionnaire, déclaration de ce qu'on a vu, entendu, perçu, servant à l'établissement de la vérité. Mais en fait, les formes de témoignage sont extrêmement variables. Ringelblum, l'historien du ghetto de Varsovie, qui a rassemblé les documents dans l'Oneg Shabbat, affirme que tout le monde écrivait,
des documents de toutes sortes et qui sont absolument sur la vie du ghetto, qui est cette antichambre de la mort. Les journaux intimes sont innombrables. Dans les cendres et la terre de Pologne, Zalman Grodowski, Zalman Leventhal, Leib Langfuss, Katzenelson, Tcherniakov, Hermann Kruk, des adolescents David Serakowiak de Lodz, du ghetto de Lodz, le journal de Masha, de Yitzhak Rudaszewski sur le ghetto de Wilno. Impossible de les énumérer tous, évidemment. Et chose étrange et miraculeuse, on continue à trouver dans les cendres et la terre de Pologne des journaux qui, en 99, comme celui de Kazimierz Sakowicz, qui est un journal de témoignages oculaires de l'extermination par balle du camp de Ponary. En fait, non pas du camp, mais de la fosse où ont été assassinés les personnes qui vivaient dans cette région, tous ceux de la Lituanie polonaise. Donc, le témoignage peut se faire par l'écriture, notamment des déportés, comme par la poésie de Spiegel, Sutzkever, Katzenelson, et qui ne mentionne, et évidemment je ne mentionne que les plus connus, qui ont créé dans les ghettos et dans les camps. Il peut y avoir un témoignage par l'expression verbale, mais il y a aussi un témoignage par l'expression non verbale. Par exemple, la musique de Theresienstadt, de Pavel Haas, de Ullmann, ou bien par l'expression plastique, Félix Nussbaum, Boris Stasliski, Zoran Muzic, Marianne, Jean Fautrier et bien d'autres, ainsi que les enfants de Theresienstadt. Le roman était évidemment impossible parce que trop long et on ne savait jamais quand la mort viendrait. Il y avait le théâtre, des écrits dramatiques, des débats qui étaient tout à fait courants dans le ghetto. Là encore, on retrouve Katzenelson, par exemple, avec sa pièce sur Sitmir in Gas, je veux aller dans la rue. Et de même, l'écriture comme l'écriture, la lecture était compulsive. Je voudrais vous citer un passage de Yitzhak Rudaszewski, Entre les murs du ghetto de Wilno, traduit par Batia Baum, où il y a les choses qui concluent son livre par le 100 millième livre. On a célébré le prêt du 100 millième livre à la bibliothèque. Il y a eu une cérémonie dans la salle du théâtre. Nous sommes venus après les cours. Lire des livres est pour moi le plus grand plaisir. Le livre nous relie à la liberté, le livre nous relie au monde. Le prêt du 100 millième livre est un grand succès et prouve que la population du ghetto non seulement à tout moment relié au passé, mais espère et croit en l'avenir. Le prêt du 100 millième livre est une grande réussite pour le ghetto et le ghetto peut en être fier. Donc, il est évident que dans l'écriture des journaux, il y a aussi dans l'écriture des journaux, il y a une littérarité. Il y a une littérarité et il existe qui est très forte, comme on l'a vu avec l'exposé d'Isabelle, ou même avec votre exposé à vous. Et cependant, il ne s'agit pas de confondre la littérature et le témoignage, malgré cette littérarité. Les journaux et l'écriture fictionnelle ne peuvent pas être confondus.
Chacune des formes, et j'insiste là-dessus, chacune des formes relève d'un autre contrat d'écriture. Le contrat d'écriture, c'est la visée de l'auteur. Et de même, la lecture elle-même est aussi un contrat. Donc, on n'aborde pas le journal comme on aborde un roman ou comme on aborde une nouvelle. Et il y a par rapport aux journaux intimes du ghetto une autre dimension qui est celle de la sacralisation, parce que la plupart des écrivains des journaux, des diaristes, des ghettos et des camps, puisqu'il y en a au moins 4 qui ont été retrouvés, eh bien, ils les sont sacralisés par la disparition même de leurs auteurs. Donc, il est évidemment, à l'exception de Rochman, qui a survécu, mais pour les autres, il y a une sorte de sacralisation qui fait que l'on n'aborde pas la lecture de ces journaux comme on aborde la fiction. Si l'on compare par exemple le journal de Rochman à son roman « À pas aveugle de par le monde », on se rend compte que les écritures sont diamétralement opposées. Le premier rapporte des faits. Le style est réaliste, même s'il y a des envolées lyriques à certains moments. Le second, celui de à pas aveugle de par le monde, décrit des situations irréelles, imaginaires, des hallucinations hors du monde connu. Dans les deux cas, on peut parler de témoignages, mais d'un tout autre genre. Si le premier est direct et correspond à la définition classique du dictionnaire, le second est médiatisé par l'art de l'auteur. Ce dont il témoigne, ce n'est pas de tel ou tel fait, mais d'une catastrophe cosmique qui entre à jamais dans la phylogénèse, dans l'évolution de l'espèce humaine. C'est le cas de ces deux œuvres littéraires fictionnelles, À pas aveugle de par le monde et Le Déluge. À pas aveugle a déjà été largement commenté par la presse. Je vais donc me contenter de parler du Déluge, qui est un recueil de nouvelles, un recueil de 10 nouvelles qui ont été écrites sur une longue période, certaines publiées dans The Golden Age de Sutzkever. Elles ne sont pas datées, ces nouvelles, mais bien qu'écrites sur une longue durée, leur regroupement crée une unité thématique et scripturaire. Elles s'organisent en 4 ensembles, allant crescendo. Les 2 premières nouvelles sont les plus réalistes. La première, qui s'appelle Tirage au sort, met en scène la consultation par le Judenrat d'un rabbin pour répondre au décret des nazis. Les nazis ont pris le décret de réduire le nombre de ghettos, ce qui équivaut à la liquidation des lieux et aussi des hommes. Il aborde un double problème. Cette nouvelle aborde un double problème. Celui des Judenrat, pour lequel Rochman est en opposition totale avec Hannah Arendt, pour qui les Judenrat étaient une forme de collaboration, ce que Rochman dénie formellement. Il le dénie formellement en montrant précisément la démarche du Judenrat et en montrant que les Judenrat et les Sonderkommando étaient les victimes les plus sensibles et les plus malheureuses de l'ensemble du ghetto et des camps, bien sûr. Ce qui se dégage de cette première nouvelle, c'est l'impuissance, l'impouvoir, l'impossibilité du choix, d'où, à la place du choix impossible, le recours au tirage au sort.
De cet ensemble, il y a aussi une nouvelle de ce premier ensemble, sont les rabatteurs de chiens. Et ça, c'est une sorte d'allégorie qui montre sous l'aspect des chiens ce qui attend les Juifs, c'est-à-dire la chasse aux Juifs pour les enfermer et pour les tuer et pour faire des expériences sur eux, tout comme on enferme les chiens dans les chenils et on fait des expériences médicales sur eux. Le deuxième ensemble se situe dans les camps et à partir de ce moment-là, la fantasmagorie va dominer l'écriture de Rochman. Ce sont 3 nouvelles, L'Arc-en-Ciel, Sortie des plaines, Les derniers témoins. Ce sont des visions totalement irréalistes, comme s'il n'existait rien dans le langage habituel qui puisse rendre compte de ce qui n'est pas imaginable. Donc il faut quelque chose de totalement irréaliste pour essayer d'en rendre compte. Le troisième ensemble se passe à Jérusalem, c'est le cercle, la peur et l'enterrement. Jérusalem, en fait, pour Rochman, devient la capitale des vivants et des morts, où déambulent des foules interminables, floues, non identifiables, de jeunes et des vieux, avec le narrateur sous ses yeux. Dans l'enterrement, par exemple, une foule immense suit le cortège funéraire du dernier survivant de la ville natale du narrateur et qui s'est suicidé. Mais voici comment se termine cette nouvelle de l'enterrement. Page 198, je ne vous lirai pas le texte en yiddish parce que nous sommes très en retard. Donc, page 198. Quand ils franchirent les grilles du cimetière, il était déjà tard. Tous étaient à l'intérieur, les portails verrouillés derrière eux. Leurs membres étaient engourdis. C'était le soir. Ils virent le visage de Dieu. On les mena jusqu'à une petite tombe oblongue, près de la clôture. Un silence mortel régnait. Lorsqu'on descendit le corps de Chine dans la fosse et que l'on commença à jeter la terre sur lui, l'accompagnant savait qu'il n'y avait personne, il était seul. Donc tous les autres accompagnants étaient en fait les fantômes qui avaient partagé leur vie dans le ghetto avec le suicidé. En fait, tout le cortège était formé par les fantômes des assassinés dans les plaines qui signifient pour Rochman, qui signifie les camps de concentration. Et l'accompagnant se rend compte qu'il est seul et qu'il n'y avait personne sauf les fantômes. En fait, tout le cortège était formé par les fantômes. Le dernier ensemble est constitué de nouvelles cosmiques. Au-dessus de la vallée, c'est l'univers entier qui sombre dans une glaciation interminable qui abolit le temps. Page 199. Page 199. Voilà. Cela se passa dans un immense champ, pas loin de la ville. La couche de neige tenait depuis le début de l'hiver. Cela faisait longtemps qu'elle était lisse et gelée. Le pied de l'homme ne laissait pas de traces sur sa surface polie. Un plateau de marbre infrangible couvrait le champ à perte de vue, comme une immense pierre funéraire. Les grilles acérées, les corbeaux n'entamaient pas cette étendue. Le temps, c'est là qui, je crois, le centre de sa réflexion, le temps glissait sur elle avec lenteur, pas à pas, comme étalé sur des luges plates, larges, basses, tirées par des chevaux assoupis. Ils se traînaient sur des chemins qui se raccordaient les uns aux autres. Donc le temps est pris dans la glaciation et la continuité est la même. De même pour le déluge,
qui renvoie évidemment au déluge de la Bible, qui est une forme d'extermination. C'est peut-être la première forme d'extermination qui ait existé. Et le déluge est une sorte par laquelle l'arc-en-ciel, dans la Bible, l'arc-en-ciel vient sceller une nouvelle alliance avec Dieu. Or, dans le texte de Rohrmann, l'arc-en-ciel est quelque chose de coupant, quelque chose de mortifère. Et donc, pour terminer, je lis le passage qui correspond à cela, qui se trouve à la page 215. 213. Le déluge durait, une perpétuelle averse. Les cieux déversaient des cataractes assourdissantes. Des cascades descendaient des montagnes. Les eaux se précipitaient de partout. En bas, elles jaillissaient d'innombrables sources, comme si la terre avait ouvert toutes ses bouches et que des langues liquides ruisselaient en demi-cercle. Donc, en fait, le recueil se termine donc sur un cataclysme, un désastre cosmique. Pour terminer, je voudrais récapituler ce que je viens de dire. L'écriture de Leib Rohrmann dans le déluge atteint son apogée dans le mélange du réalisme et de la fantasmagorie, qui est le style dominant du recueil, allant même plus loin qu'à pas aveugle de par le monde. Pour rendre justice à ce recueil, il faudrait le qualifier de vision, peut-être de cauchemar. Le résumé des nouvelles ne peut rendre compte de l'impact et de la force de ces récits, car il ne peut que recenser les événements. Tout est dans l'écriture qui s'attache aux fantasmes, aux illusions, aux hallucinations du narrateur qui parle à la première personne, sauf dans la première nouvelle la plus réaliste. Sous des formes très variées, ces nouvelles, ces visions évoquent la destruction du monde par le feu, par la glace, par la neige, par les eaux, la mise à mort des hommes, l'émergence des fantômes qui viennent se mêler aux vivants. Le temps s'abolit pour se concrétiser en couches de neige et de glace. L'Apocalypse ne se mue pas en une nouvelle Genèse, mais perpétue sans fin en des cycles successifs l'anéantissement. Je vous remercie. Merci à tous de votre longue patience. Malheureusement, nous avons pris beaucoup de temps. Votre patience n'en est que plus méritoire. Je me rends compte que vous auriez tous bien accepté 2 heures de plus pour découvrir ces chefs-d'œuvre. En tout cas, j'espère que vous repartirez avec le sentiment que vous avez affaire à 4 chefs-d'œuvre. Ces 4 chefs-d'œuvre sont tous disponibles à la librairie et j'espère que vous allez vous y retrouver nombreux pour lire ces livres-là, dont je suis certain qu'ils changeront votre vie d'une manière ou d'une autre. Merci encore à tous.